du respect du pluralisme, du respect de la démocratie et en général, quand un député se déplace dans une commune où qu'il y a une réunion pour une élection, eh bien les maires, en tout cas certains le font. Et je remercie M. Foxonnet d'être là ce soir pour nous accueillir. Je lui donne tout simplement tout de suite la parole pour bien marquer l'événement. Merci Louis. Monsieur Louis Alliot, député, conseiller municipal et conseiller communautaire, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs des adjoints, des conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, adhérents, sympathisants du Rassemblement national, Mesdames, Messieurs, chers Bachanenques et chers Bachanenques, j'en vois ici présents, Mesdames, Messieurs, chers tous, soyez toutes et tous les bienvenus à Bachas pour cette réunion publique dans le cadre des élections européennes. Il est assez naturel et normal de vous accueillir ici à l'Espace Catalogne pour ce moment de démocratie, cet instant où le cœur de la République bat, et il doit battre fort. Alors, il ne marche pas, parce que la République n'est pas en marche. Non, cette République régresse, elle recule, cette Europe souffre. Il était tout à fait naturel que je sois présent parmi vous ce soir pour vous accueillir. Il aurait été anormal que le maire de la commune, dont je conduis la destinée depuis 2001, ne soit pas présent en tel moment. Sachez, mesdames, messieurs, que vous êtes les seuls à être venus à Bachas à l'occasion d'une réunion publique dans le cadre des élections européennes. Naturel donc que je sois ici parmi vous, aux côtés de cette assistance où je reconnais un certain nombre d'entre vous, et j'ai envie de dire à certains chers amis, et à d'autres, les amis de mes amis étant mes amis, chers tous. Cette Europe souffre, et vous êtes venus ce soir pour en parler, pour en débattre. Je voudrais vous dire, à la tête d'une commune viticole, essentiellement viticole, puisque c'est la première activité économique de Bachas. C'est une commune qui aujourd'hui rencontre des difficultés. Rencontre des difficultés puisque les principaux acteurs économiques de la viticulture rencontrent eux-mêmes des difficultés. Vous avez toutes et tous à l'esprit, peut-être moins les plus jeunes, de la construction de l'Europe depuis sa création à nos jours, en passant par les années 80 où des pays ont rejoint ceux qui avaient créé l'Europe. Et je pense notamment à l'Espagne, qui avait été invitée à rentrer dans ce qui était appelé à l'époque le marché commun. L'entrée de l'Espagne dans les marchés communs avec cette Europe-là, cela a été le début de la perte de cette agriculture catalane. Le début de la perte de l'agriculture française. Ici, et depuis, le monde agricole, qui est un pan de l'économie important dans notre département, dans notre région, mais aussi dans toute la France, mais particulièrement dans notre département frontalier, sans qu'il n'y ait plus de frontières. Ce département a beaucoup souffert. Les agriculteurs ont beaucoup souffert. D'une Europe qui n'a pas été construite comme il aurait fallu, comme vous le souhaitiez, comme je le souhaitais. Une Europe qui n'a plus donné la possibilité aux acteurs économiques européens, français, de pouvoir vivre de leur travail, mais au contraire, les pires difficultés sont arrivées au moment où nous avons accueilli, dans l'Europe dans laquelle nous étions, des pays où les portes ont été ouvertes, les subventions ont inondé, notamment l'Espagne. Les Espagnols, bien sûr, en ont bénéficié, bien d'autres membres de pays d'Europe, ce qui a permis à des acteurs économiques de ces pays de pouvoir justement planter des vignes à perte de vue sur des centaines de milliers d'hectares
ce qui a provoqué une concurrence totalement déloyale et ce qui a provoqué le début des pires difficultés de cette économie locale si importante, si florissante depuis des décennies et je dirais presque des siècles, et particulièrement ici à Bachas. Alors moi j'ai envie de dire que je comprends tout à fait que vous souhaitiez une autre Europe. Je souhaite aussi une autre Europe. Je souhaite aussi une autre Europe. Et j'ai envie de dire que si vous regardez les résultats électoraux, non pas des élections municipales, qui sont des résultats électoraux différents des élections européennes ou nationales, j'ai envie de dire qu'il suffit, sans les analyser avec trop de temps, se rendre compte que de cette Europe-là, nous n'en voulons plus. De cette Europe-là, nous n'en voulons plus parce que les Français ont pâti de l'Europe qui a été construite, qui a été menée telle qu'elle a été menée, parce qu'il y a une réelle souffrance en France de cette Europe-là, dont ce n'est pas dire non à l'Europe, mais c'est dire non à cette Europe-là. Et j'ai envie de parler au nom du monde paysan, qui souffre de plus en plus, parce que je suis à la tête d'une commune issue de la paysannerie, au nom fort du terme, de la viticulture, parce que Bachas, c'est la commune qui est le premier producteur de muscade de Rivesaltes. C'est une commune qui, ancestralement, est productrice de vin, de ce travail, de ce labeur des femmes et des hommes de Bachas, mais je dirais de toutes ces communes agricoles et particulièrement viticoles de ce département. J'ai envie de vous dire, à vous toutes et à vous tous, mais écoutez, nous sommes proches, parce que nous voulons une autre Europe. Je dirige cette commune depuis 2001, en ayant à l'esprit qu'on ne dirige pas une commune, on ne dirige pas l'Europe, on ne dirige pas une région, ni un département, sans avoir à l'esprit nos racines chrétiennes, nos racines où ce patrimoine reste à jamais ancré, non pas seulement dans nos mémoires, mais doivent rester les fondations, et je dirais même les fondements, les plus importants de la construction de la France de demain et de l'Europe de demain. Bien sûr, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, à vous toutes et à vous tous, je voulais vous dire que je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir pour cette réunion publique à laquelle je vais assister, mais il n'était nullement question que la personne qui est à l'entrée de la salle n'ait pas entendu de la voix du personnel de la mairie que la salle pourrait être disponible. Parce que, bien sûr, ici et là, on sait, étant engagé politiquement depuis 2008, étant élu depuis 1995, d'abord à Perpignan et maintenant, donc, depuis 2001 à Bachas, réélu en 2008 et 2014, les salles sont toutes occupées. Vous voudrez bien peut-être rappeler dans 2 mois et demi environ, juste peut-être après les élections. Non, ici, les salles peuvent être disponibles. Mais le maire se rend disponible aussi. Parce que dans une démocratie, c'est la moindre des choses, pour accueillir des femmes et des hommes, des Français, qui sont aujourd'hui en campagne électorale, qui ont un projet comme vous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. En tout cas, merci pour ces mots chaleureux. Et c'est vrai que la victoire de la gauche pendant des décennies, c'est d'avoir organisé la division, on va dire, des droites ou de la droite, avec un certain succès, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que tout ce qui a touché à la diabolisation, on peut le dire, a bien marché, puisque ça a permis à la gauche de diriger notre pays alors qu'elle a été pratiquement toujours minoritaire. Et c'est ce contre quoi il faut se battre aujourd'hui, parce que pour sauver le pays, pour sauver l'Europe, pour sauver notre civilisation, nos traditions, eh bien, ça passera inévitablement par, j'allais dire, un rassemblement de tous les patriotes, de tous ceux qui ont à cœur de défendre la nation, son histoire, sa culture, nos racines, et qui défendent un certain modèle civilisationnel que, malheureusement, nous sommes aujourd'hui très peu à défendre au sein de la classe politique, mais dont il faut systématiquement rappeler les fondamentaux et les racines pour bien se souvenir de là où nous venons, et surtout de là où nous voulons aller. Alors nous sommes là pour parler Europe. Il y a déjà un certain nombre de personnes. C'est un peu comme
comme la tournée des artistes qui assistent à toutes les réunions. Donc vous allez trouver peut-être que je me répète. La pédagogie étant l'art de la répétition, c'est effectivement des choses qu'il faut bien marquer pour que nous sachions exactement quel est l'enjeu de ce débat européen, parce que c'est un débat important. Et malheureusement, beaucoup de gens ne vont pas les voter parce qu'ils trouvent ça trop éloigné, ça ne sert à rien, il y a 33 listes. Non, pardon. En venant tout à l'heure ici, il y a 34 listes. Voilà, dont une liste communautaire qui a été acceptée par le ministère de l'Intérieur et qui est une liste issue de la communauté musulmane, mais dûment déposée comme telle, au nom de la foi bon, ça a été accepté, donc il y a 34 listes, et pour la première fois, il y a donc une liste communautaire musulmane qui se présentera à l'élection européenne. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais c'est un scoop que je vous donne. Je l'ai écouté il y a 10 minutes dans la voiture. Et d'ailleurs, je me demande même comment ils ont fait pour valider la liste, parce qu'on est hors délai. Et je me pose vraiment la question. Je ne me suis pas encore penché sur la question, mais je suppose que ce soir, quand vous rentrerez chez vous, ça fera la une des journaux et des informations, et qu'on en saura plus sur la manière dont le ministère de l'Intérieur a validé la liste, parce que je n'avais pas eu vent d'un recours pour une non-inscription de liste. Pourtant, ça doit être ça, parce que sinon, je ne vois pas comment c'est possible. Donc, vous voyez bien que voilà, l'Europe est un vrai sujet, est un vrai débat. Ce n'est pas seulement qu'un débat économique, ce n'est pas seulement qu'un débat juridique, c'est aussi désormais un débat culturel, un débat de civilisation et surtout un débat de survie. Parce que tout simplement, comme la France et comme d'autres nations, le vieillissement du continent européen fait que dans les années qui viennent, par le phénomène bien connu des vases communicants, eh bien, des populations nombreuses, miséreuses et qui veulent vivre comme tout un chacun, eh bien, viendront occuper, entre guillemets, le terrain laissé libre par des générations qui ne se renouvellent pas, des habitants qui ont honte de ce qu'ils sont et de leur nation et de leur continent, et qui, petit à petit, verront s'installer des gens venus d'ailleurs, avec, à la fin, in fine, le processus que nous dénonçons, nous, depuis déjà près de 40 ans. C'est bien pour cela, d'ailleurs, que nous avons été diabolisés, et c'est maintenant tout le monde vient sur notre terrain et vient défendre nos positions. Je suis heureux de voir que le maire de Bachas, des Républicains, viennent par amitié, mais aussi par respect des électeurs et d'une formation politique, qui est une formation politique républicaine, constitutionnellement reconnue, et il n'y a aucune raison que nous soyons de la sorte méprisés ou tenus pour des citoyens de seconde zone. Vous payez vos impôts de la même manière tous, vous êtes des citoyens comme les autres, et nous avons droit à ce respect et à cette estime de l'ensemble, évidemment, des acteurs de la vie démocratique du pays. L'Europe est donc un sujet majeur, j'allais dire pour une raison simple, que les gens ne connaissent pas toujours. 90% des textes qui s'appliquent à vous sont directement la conséquence des transpositions des textes qui sont décidés par l'Union européenne. C'est aussi simple que ça. Voilà. Que ce soit dans le code de la route, que ce soit dans votre vie sociale, dans votre vie fiscale même, dans votre vie de tous les jours, c'est l'Europe qui donne le là et qui fait les textes qui ensuite sont transposés dans le droit français par une chambre d'enregistrement qu'on appelle l'Assemblée nationale, et le Sénat, je veux dire le Parlement au sens large. Et de ce point de vue-là, on peut dire, pour ceux qui connaissent le droit et le droit constitutionnel, moi, de ce que j'ai appris en faculté de droit il y a déjà longtemps, aujourd'hui, la France n'est plus une démocratie, n'est plus une nation libre. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un droit supérieur qui s'impose à nous, et que ce droit supérieur s'impose aux gens qui sont censés faire la loi, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, le Parlement, et que cette loi-là, aujourd'hui, est soumise à des textes supranationaux, et de ce point de vue-là, nous ne sommes plus tout simplement des citoyens libres.
Alors nous avons la liberté, parce qu'il n'y a pas les chars d'assaut sur le parking qui nous attendent et que nous ne sommes pas contraints, mais nous ne sommes plus des citoyens libres au sens de la liberté de nos élus qui voteraient des textes en toute liberté et qui s'appliqueraient à nous. De ce point de vue-là, c'est la première chose que je veux dire et que vous devez dire à nos concitoyens, tous ceux qui croient encore, je vais dire, un monde magnifique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout cela, évidemment, ça n'existe pas et nous vivons sous cette coupe-là. Il y a des responsables, et ces responsables, ils ont été dans la classe politique nombreux. Et c'est la fracture, j'allais dire, à droite, qui continue à prospérer entre les souverainistes et ceux qui ont défendu l'Europe de Bruxelles. Moi, je ne vais pas vous la dater, mais la première fracture, c'est l'acte unique européen de 1986, passé pratiquement inaperçu, voté par l'Assemblée nationale, mais où il y avait déjà, j'allais dire, à l'intérieur, la soumission tout simplement de la France aux institutions européennes. Ça a accéléré avec le traité de Maastricht, dont on oublie que la gauche et la droite, sauf une partie du RPR de l'époque, le Front National de l'époque et quelques partis, je pense à M. Chevènement, et j'en suis même pas sûr, en 92, M. Mélenchon avait voté pour Maastricht à l'époque. Voilà. Ensuite, il y a eu évidemment le fameux référendum sur la Constitution européenne, où là, il y a eu un non massif, on peut dire, et notamment ici dans ce département, toutes tendances confondues. Beaucoup de gens de droite, évidemment, beaucoup de gens de gauche ne voulaient pas cette Constitution européenne et ne voulaient pas plus d'Union européenne. Malheureusement, après cette Constitution européenne en 2005, eh bien, le Parlement, sénateurs et députés confondus, ont, j'allais dire, réécrit une partie du texte en enlevant le préambule et l'ont fait voter par ce que l'on appelle le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés réunis à Versailles. Et c'est comme cela que 55% des Français qui avaient voté contre ont trouvé 92% de parlementaires pour, j'allais dire, s'opposer à leur vote souverain, puisque c'est exactement le score du oui à la Constitution européenne par les parlementaires au Congrès de Versailles. C'est vous dire aussi la fracture entre le peuple et les élites, entre le peuple et les élus, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle commence à être ancienne, et c'est pour cela d'ailleurs que nous continuons j'allais dire, à exister, à nous développer, à progresser dans l'opinion, tout simplement parce que les politiques qui sont en charge des affaires publiques ont systématiquement joué contre l'intérêt de la France et contre l'intérêt du peuple, tout simplement. Et je pense que les Français en ont conscience, qu'ils voient bien qui fait quoi, quels sont les responsables, mais comme toujours, c'est un peu lent à se mettre, je ne vais pas dire en marche, parce qu'on a vu que ça ne servait à rien, ils sont un peu lents à comprendre et surtout à avoir le courage de voter pour balayer cette classe politique et remettre des élus, j'allais dire, courageux, ou en tout cas, s'ils ne sont pas courageux, qui défendent l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple français d'abord. Ça, c'est le premier point, c'est la soumission juridique, la soumission constitutionnelle de la France à l'Union européenne. La deuxième conséquence, c'est une conséquence financière. Il faudra qu'on m'explique un jour comment les politiciens, là aussi, la classe politique en général, ne cesse de dire l'Union européenne, c'est la prospérité, l'Union européenne, c'est le progrès, l'Union européenne, c'est la paix, l'Union européenne, il y en a tous les jours, on en entend. Moi, je regrette, depuis qu'il y a l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, il n'y a jamais eu autant de précarité, de misère sociale, de chômage, d'entreprises qui ferment, d'agriculture en grande difficulté, de viticulture, pas partout, mais enfin, là aussi, avec des normes absolument incroyables qui viennent pénaliser les productions, et avec, j'allais dire, l'immigration qui continue son flot ininterrompu et pratiquement incontrôlé, avec, à terme, des conséquences désastreuses. L'Europe n'est pas ce que l'on nous a promis, hein. L'Europe, c'est strictement l'inverse. Et depuis qu'on a plus d'Europe, eh bien, nous avons plus de problèmes. Ce que nous demandons, nous, ce n'est pas de revenir en arrière parce que nous avons des œillères. Ce que nous demandons, nous, c'est de respecter un minimum de logique, un minimum, j'allais dire, de considération pour les nations, pour les habitants, pour les cultures, et de décider au plus près
plutôt que de décisions que l'on nous impose de Bruxelles et qui, malheureusement, font beaucoup de dégâts sur le terrain. Et cet aspect économique, il est très important, au-delà de ce que je vous dis juridiquement. Pourquoi ? Parce que là, on vous ment. Et souvenez-vous toujours de ce chiffre, je le dis, parce qu'il est très important. La France, votre porte-monnaie, donne à l'Union européenne, c'était vos impôts. La prochaine fois, parce qu'ils ont augmenté d'année en année, là, 23 milliards d'euros. On prend 23 milliards d'euros du budget de l'État et on le donne à la Commission européenne. La Commission européenne nous en restitue par l'intermédiaire des politiques régionales, de la PAC, etc., etc. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce qu'il y a des contestations de chiffres, mais enfin, le résultat est là, 14 milliards. C'est-à-dire que nous donnons à l'Union européenne, nous signons un chèque de à peu près, parce que là aussi, entre 7 et 9 milliards par an. Pour faire quoi? Eh bien, c'est la question que nous aimerions savoir, mais que nous n'arrivons pas à savoir. En revanche, si nous avions pour nous ces 7 ou 9 milliards, nous pourrions faire des choses extraordinaires en France, parce qu'il nous manque beaucoup d'argent dans les hôpitaux, dans les écoles, sur les routes, les TGV, celui qui nous manque ici dans les Pyrénées-Orientales, en matière d'infrastructures, en matière de forces de police, d'armée, parce que la France, c'est aussi ça. Et pendant qu'on signe un chèque de 7 à 9 milliards à l'Union européenne, eh bien nous nous retrouvons en très grande difficulté, parce que nous n'arrivons tout simplement pas à vivre. Entre les gaspillages de l'État, les mauvaises dépenses et l'argent que nous donnons comme ça à l'Union européenne, eh bien nous arrivons à cette aberration qui fait que eh bien, la France, de plus en plus, s'inscrit dans un cercle qui est un cercle vicieux et qui, à la fin, débouchera, si nous n'y prenons garde, sur des affrontements. Parce qu'il est évident que moins vous avez d'argent et plus vous ponctionnez, mais plus vous faites aussi de la pauvreté. Je ne parle même pas d'immigration. Et plus vous avez de la pauvreté, et plus ça coûte cher à l'État. Et ainsi de suite, et nous en arrivons à ce que nous votons chaque année. C'est le drame, mais les Français ne se rendent pas compte. Un budget de la nation systématiquement voté en déficit. Plus de 2000 milliards d'euros de dettes. Un commerce extérieur en berne depuis l'introduction de l'euro. Alors je comprends que pendant les dernières élections présidentielles, il y ait pu y avoir des gens effrayés par la sortie de l'euro. Mais maintenant, on va aller jusqu'au bout de la logique de l'euro. Et quand nous avions un prix Nobel d'économie qui s'appelait Maurice Allais, qui disait que la monnaie, l'euro, n'était pas viable, parce qu'une monnaie ne peut être viable que dans l'unité constituée de nations, c'est-à-dire une nation européenne, eh bien, nous en sommes aujourd'hui réduits à constater les dégâts de l'euro, une monnaie qui a été fabriquée pour les Allemands, mais qui n'a pas été fabriquée pour les Français. Voilà, le costume n'est pas à notre taille. En revanche, je peux vous dire que depuis que l'euro a été introduit avec, évidemment, les mécanismes qui vont avec, eh bien, vous avez le résultat que nous avons aujourd'hui en matière de déficit. Alors, il n'est pas le seul en cause, on est bien d'accord, mais il est l'une des causes majeures des difficultés de notre économie aujourd'hui à l'échelle du monde. La troisième menace de cette Union européenne, après le statut juridique, après les finances, dont on peut voir aujourd'hui les dégâts, c'est-à-dire demander l'autorisation à la Commission de Bruxelles de financer nos projets ici, ce qui est quand même une aberration, il faut quand même le reconnaître. Comment faire plus compliqué que cela? Je pense que jusqu'à présent, on n'avait jamais réussi, mais là, on décroche le pompon. La troisième chose, c'est l'ouverture des frontières. Normalement, pour les plus anciens, lorsque le traité de Rome a été signé, il était pour organiser l'espace économique européen. Pas à 28, parce qu'aujourd'hui, on est 28. À l'époque, à 8. C'est déjà beaucoup moins. Et encore avant, à 6. Mais là, c'est à 28. C'est-à-dire que aujourd'hui, normalement, nous devrions protéger les économies des 28 États qui forment l'Union européenne. Les protéger de quoi?
Eh bien, de la concurrence déloyale des autres pays qui nous envoient des produits et qui rentrent en concurrence avec ceux que nous fabriquons nous. C'est ça, l'Union européenne, au départ, c'est un projet assez simple. Eh bien non, l'Union européenne ne protège pas, elle ouvre ses frontières pour nous mettre en concurrence avec la planète entière. C'est pour cela que nous signons des accords bilatéraux avec tous les pays du monde et que nous avons comme cela des productions dans tous les domaines qui viennent concurrencer nos entreprises et avec les résultats que nous connaissons, puisque évidemment, je parle en matière d'agriculture, mais en matière d'industrie, quand vous faites rentrer des produits chinois qui viennent concurrencer, ça arrive, quelques produits français sur les mêmes marchés, ils n'ont pas les mêmes normes sociales, ils n'ont pas les mêmes normes environnementales, ils n'ont pas les mêmes contraintes que les nôtres. Et évidemment, les prix des produits chinois arrivent en France, quelquefois même avec des droits de douane dérisoires, à des prix défiant toute concurrence, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez les résultats économiques qui sont ceux que nous connaissons. Mais c'est valable dans tous les domaines. Il n'y a pas que les Chinois aujourd'hui, hein. La planète entière, aujourd'hui, est en concurrence, alors que nous devrions protéger des pans de nos industries. Je connais un industriel de notre département qui produit dans 5 pays d'Europe et dans un 6e outre-Atlantique, qui ne comprend pas comment fonctionne l'Union européenne. Parce que lui-même se retrouve en concurrence avec la planète entière, et évidemment, il ne peut pas lutter contre les marchands d'aluminium, notamment les Chinois, mais pas que, et il aura des extrêmes difficultés à maintenir l'emploi ici. Parce qu'à un moment donné, la loi du marché étant ce qu'elle est, eh bien, s'il y a trop de charges et que l'usine est en déficit, eh bien, ils formeront l'usine, ou ils iront délocaliser ailleurs pour fabriquer ces produits. Et sans un certain protectionnisme, sans un certain nombre de contraintes pour les gens qui importent chez nous, eh bien, nous serons directement, j'allais dire, à la merci de tous les pays qui font du dumping à l'échelle de la planète. Ça, c'est le 3e volet, le volet libre-échange, le volet protection. Et le 4e volet, celui-là, il est non inscrit dans les textes européens, c'est le volet migratoire. L'Europe n'a pas fait le choix de la natalité, elle a fait le choix de l'immigration. Voilà. Le continent européen et la France a toujours été un pays ou un continent d'immigration. Là n'est pas le problème. Et beaucoup de générations d'immigrés sont venus s'installer chez nous, ont travaillé, ont fait des enfants, leurs enfants sont devenus des Français ou dans d'autres pays, et ça n'a posé pas plus de problèmes que cela, même si tout n'a pas été rose. Et combien dans la salle ou ailleurs dans le département sont des enfants de espagnols, italiens, polonais, portugais, etc., etc., et qui pourtant ont fait souche ici, hein, puisqu'ils n'étaient pas à l'origine, entre guillemets, des Français de souche, mais ils ont fait souche, et aujourd'hui, ils sont des Français, j'allais dire, comme tout le monde, et ont la même conscience nationale que chacun des Français devrait avoir. Mais là, nous assistons à une immigration d'une autre nature, à une immigration, d'abord, qui n'est pas contrôlée, dans des pays qui sont des pays de chômage. Il est bien évident qu'on ne peut pas comparer la France d'aujourd'hui avec la France de l'après-guerre, quand la machine économique se relançait et où le modèle pouvait assimiler, où l'école pouvait assimiler, où le service militaire pouvait assimiler, où l'Église pouvait assimiler. Bref, il y avait un fond culturel, il y avait un fond général qui permettait cela. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'immigration, elle arrive du monde entier. Allez au centre de rétention administrative là, à Rivesaltes, si ça vous intéresse, et regardez un peu les nationalités. Ça vient de partout. On se demande même comment on peut arriver à Perpignan en venant d'aussi loin. Et pourtant, ça arrive. Et pas que. Et il faut bien, j'allais dire entre guillemets, une fois qu'ils sont ici, puisque personne ne veut appliquer la loi. La loi, elle est simple. Hein. Si vous n'êtes pas dans le cadre de l'asile, ou dans le cadre du travail, ou dans le cadre du tourisme, vous n'avez rien à faire en France. Je schématise, pour ne pas rentrer dans du droit et dans du juridisme. Si vous êtes en dehors de la loi, eh bien on doit vous expulser, parce que vous n'avez rien à faire chez nous. Vous allez trouver ça inhumain, vous allez me dire, mais enfin, il y a des enfants, ils sont pauvres. Oui, mais c'est vrai, mais le problème, c'est que les 3/4 de la planète, aujourd'hui, est pauvre.
Et que si on doit accueillir toute la misère du monde, c'est moi vous dire que c'est plus les 3/4, c'est encore plus de personnes qui seront pauvres. Il y a un problème de fond avec l'immigration. Cette immigration aujourd'hui, elle est extra-européenne. Elle est extra-européenne, c'est-à-dire des gens qui viennent la plupart du temps aujourd'hui, d'ailleurs, là aussi, un mensonge. Ils ne viennent pas de pays en guerre. Certains viennent de pays en guerre, mais beaucoup ne viennent pas de pays en guerre. Par exemple, les Ivoiriens. Moi, j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas en guerre, la Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu autant d'Ivoiriens arrivés en France l'année dernière. C'est quand même curieux. L'Algérie, ils ne sont pas encore en guerre. J'espère qu'ils ne seront pas en guerre. Mais il est quand même curieux de voir que l'un des principaux pays qui nous envoie de l'immigration économique, c'est l'Algérie. Moi, j'avais cru comprendre que ces gens-là s'étaient battus pour leur indépendance. Et j'avais cru comprendre qu'ils allaient me gérer leur pays magnifique, où il y avait une agriculture, où il y avait beaucoup de choses à faire. Et on s'aperçoit que 60 ans après l'indépendance, une fois que les Français sont partis, rien. La misère, l'armée au pouvoir, et le rêve de la jeunesse nombreuse, c'est de venir en France. C'est quand même curieux comme projet pour des gens qui ont la fierté de dire « on a gagné contre la France et on est indépendant ». Mais tout là, le dernier chiffre, c'est quand même l'Algérie qui nous envoie, là encore, son quota d'immigration clandestine, ce que je trouve, moi, surprenant. Et d'autres pays comme cela, et ce n'est pas géré ni à l'échelle de la France, ni à l'échelle de l'Europe. Sauf que, mesdames et messieurs, on est tous des êtres humains. Et moi, je suis aussi, quelquefois, marqué par des photos, des images, même des gens que je peux côtoyer, hein, des familles en très grande difficulté. Mais qui paye? Se pose à la fin quand même la question de savoir qui paye. Plus vous avez d'arrivées, plus ça coûte cher. Il faut loger, il faut scolariser les enfants, il faut donner un traitement social parce qu'ils n'ont rien, il n'y a pas de travail. Ils ne peuvent pas vivre de leur travail, il n'y en a pas. Il faut donc des aides sociales. Et puis il faut les soigner, puisqu'ils sont... Et tout cela, mesdames et messieurs, ça a un coût colossal. Et quand j'entends, moi, les associations prétendument humanitaires ou de fraternité, de solidarité, etc., nous dire « mais non, il faut tous les accueillir, c'est la dignité humaine, etc., etc. » Sur les sentiments, évidemment, ça se discute. Maintenant, la réalité, c'est quand même autre chose. Et puis que certains qui ont ce genre de discours et qui veulent en accueillir toujours plus, qui commencent par les accueillir chez eux, qu'ils en prennent dans leur maison secondaire ou dans leur maison de vacances, et après, ils viendront nous faire la leçon. Le danger du projet européen, de celui dont on va discuter, hein, cette élection, elle marquera, hein, c'est la gestion définitive de l'immigration par des gens que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que M. Macron, s'il arrive en tête le 26, le lendemain, il ira négocier à Bruxelles en disant l'immigration, maintenant, nous, on ne veut plus s'en occuper, on veut que ce soit l'Europe qui s'en occupe directement. Et là, il faudra faire confiance à qui? Aux Grecs pour gérer l'immigration? Il faudra faire confiance à Mme Merkel, qui en a fait rentrer 1,5 million sans nous demander l'autorisation. Il faudra faire confiance à qui? À l'Espagne, qui est bien contente de se débarrasser d'un certain nombre qu'elle a déjà sur le dos. Bref, vous voyez bien que ce projet n'est pas tenable et qu'il faut remettre... j'allais dire, un peu d'ordre dans la maison. Et n'écoutez pas le retour de la dictature, le fascisme, le nazisme, ou je ne sais quoi, parce que tout ça, ce sont des propos qui servent à faire peur pour justement masquer la réalité de ce qui se passe chez nous. Voilà, il n'y a pas de péril fasciste, il n'y a pas de péril de tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. En revanche, il y a un péril de désordre qui peut conduire à l'anarchie, et de l'anarchie à la guerre. Civile européenne, ça oui. Et de plus en plus. Il peut y avoir demain aussi la présence d'un islamisme radical, organisé, financé de l'extérieur, qui petit à petit prospère dans les quartiers en finissant par prendre le pouvoir. C'est ce qui arrive déjà dans un certain nombre de quartiers. Écoutez, si vous avez des amis qui sont dans la police ou ailleurs, vous avez qu'à les interroger sur ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers. Et vous verrez, le communautarisme aujourd'hui, qui est pourtant la négation
de ce que devrait être une république, une soi-disant laïque et indivisible, eh bien aujourd'hui c'est totalement l'inverse. Nous allons vers un pays communautarisé et nous allons vers un pays, je pense, où les affrontements culturels et peut-être même religieux seront demain notre quotidien. Et nous n'en voulons pas. Et nous n'en voulons pas. Et nous disons, et nous finissons par être pratiquement les seuls à le dire, que s'il y a des personnes chez nous qui ne veulent pas respecter nos lois, notre manière de voir, de vivre, et qui considèrent que leur foi est supérieure aux lois, eh bien, ils doivent aller vivre leur foi ailleurs, dans des pays où c'est possible. Mais il n'est pas possible de nous imposer des choses que nous ne voulons pas, et comme nous le disons systématiquement, ce n'est pas à nous adapter à des modes de vie, à des cultures ou à une religion récemment quand même arrivée dans notre pays, c'est à cette immigration-là et à ces gens-là, à cette religion-là, de s'adapter à notre pays et aux lois de ce pays. Parce que ça fait partie, j'allais dire, du contrat passé. Moi, quand je vais chez quelqu'un, que je suis invité, je ne commence pas à m'asseoir n'importe où, à ouvrir les placards, les couloirs, etc. C'est exactement la même chose. Quand vous invitez quelqu'un, que vous avez déjà, j'allais dire, la générosité de l'accueil, de la sécurité, du soin, que l'éducation des enfants, et qu'en plus on vous dit maintenant nous aimerions ceci, nous aimerions cela, à un moment donné, il ne faut quand même pas pousser le bouchon trop loin non plus. Et malheureusement, on a déjà dépassé tout cela, je peux vous dire depuis longtemps, et dans beaucoup d'endroits de villes ou de quartiers en France, c'est tout ce qui se passe. Eh bien, mesdames et messieurs, l'Union européenne, c'est ce projet-là. Nous ne sommes pas des anti-européens, c'est ce que disait le maire de Bachas tout à l'heure. Nous voulons une autre manière de faire fonctionner l'Europe. L'Europe n'est pas en question. Je veux dire, avec les Espagnols, les Italiens, nous sommes tous des Européens. Même les Britanniques, nous sommes des Européens. Ce que nous ne voulons pas, c'est la manière dont est gérée l'Europe. Voilà, c'est de cela que nous ne voulons pas. C'est pas facile à faire comprendre, parce que il faut dire que le flot ininterrompu de l'information aujourd'hui par les canaux télévisés ou radiophoniques, c'est de la propagande, c'est toute la journée. Et les gens finissent par croire ce qu'ils entendent. Il faut donc demander aux gens d'observer, de regarder leur quotidien. Et ils s'apercevront que beaucoup de choses qui se passent chez nous, et en général les pires, ne sont pas de la responsabilité, j'allais dire directe, mais de ce qui est décidé en France, mais de ce qui est décidé au-dessus et qui est appliqué par les gouvernements français. Voilà quel est le projet de l'Union européenne. Il faut sortir de ce schéma. Il n'y a pas de révolution, pour l'instant pas de guerre. Il suffit d'être majoritaire au sein des institutions de l'Union européenne et de dire maintenant on stoppe tout et on repart sur autre chose. Autre chose, c'est quoi? Eh bien, c'est des projets comme Ariane ou comme Airbus qui ne doivent strictement rien aux institutions de l'Union européenne. Je ne sais pas si... rien. Les accords entre industriels, les accords entre chercheurs, les accords entre un certain nombre d'universités même, qui ont conduit à Ariane ou à Airbus ou à d'autres projets européens, ne doivent rien à M. Juncker. Heureusement d'ailleurs, parce que je ne sais pas si les fusées partiraient droite et si les avions ne seraient pas à l'envers. Mais voilà, c'est exactement vers une autre Union européenne qu'il faut aller, et c'est ce projet que nous développons là aussi. Vous savez, ça a fait rire beaucoup de monde l'autre jour à Thuir quand je l'ai dit. On nous dit, vous êtes nuls en économie, vous n'avez pas de programme. Je l'ai amené, je le trouve moi déjà un peu... Il y en a 80 pages. Voilà, 80 pages. Si vous voulez le lire, et je vous invite à le lire, vous verrez que nous avons évidemment un programme et que nous ne nous laisserons pas dire par nos adversaires politiques que nous sommes déjà incompétents. Parce que moi, les leçons de compétences, je veux bien les prendre de personnes qui ont réussi, de personnes qui ont des résultats, de personnes qui ont amené du bonheur ou de la prospérité ou du progrès. Mais quand il y a M. Macron aujourd'hui, mais M. Hollande hier, et tous ceux qui avaient avant qui nous disent « mais en économie, vous êtes nuls », alors vous les regardez, vous leur dites « oui, mais vous ».
C'est quoi votre bilan à vous? Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que je suis nul en économie. Je suis un juriste, ils auraient facile de le dire. Mais ça, ils gouvernent la France depuis 30 ans. Hein. 2000 milliards d'euros de dette. Un chômage au plus haut. Déficit budgétaire. Balance commerciale. Délocalisation. Les hôpitaux en très grande difficulté. Système de santé en très grande difficulté. L'éducation nationale. N'en parlons pas. Très grande difficulté. L'aménagement du territoire, il n'y en a plus. La SNCF, n'en parlons plus. Regardez ce qui se passe avec le train de Saint-Charles ici. Voilà. Tous les secteurs de l'activité économique et sociale du pays, il n'y en a pas un qui fonctionne correctement. Si vous en avez un, dites-le moi parce que je n'en connais pas. La police n'en peut plus. La gendarmerie fait ce qu'elle peut. L'armée fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. La justice, c'est même pas la peine d'en parler. Vous savez que pour la première fois, il y a des expérimentations, puisque les cours d'assises vont se tenir, les chambres criminelles, comme ils disent, sans jury d'assises. C'est la nouvelle, c'est l'expérimentation, tout simplement parce que la France n'a plus les moyens d'avoir des juges, d'avoir des tribunaux dignes de ce nom, et d'avoir une justice digne de ce nom. Et quand M. Fillon disait en 2007 ou 2008 la France est en faillite, ben si la France était une entreprise ou une famille, hein, eh bien oui, elle serait en faillite. Mais comme l'État, c'est plus compliqué que cela, eh bien nous assumons maintenant en payant des taux d'intérêt, en empruntant, etc., etc. Donc voilà, la France, c'est ça aujourd'hui. Donc les leçons de compétences, surtout, ne les prenons pas chez nos adversaires politiques. Alors, il faut bien parler d'avenir, parce que ces élections européennes ne régleront rien. J'espère que nous arriverons au Parlement le 26 mai avec, si c'est une majorité, c'est magnifique à l'échelle de l'Europe, au moins une minorité de blocage pour les empêcher de faire encore pire. Pour avoir cette minorité de blocage, nous avons déjà beaucoup d'alliés un peu partout, hein, là aussi, qui vous sont présentés d'une manière caricaturale. Je veux dire, regardez M. Salvini, hein, il a constitué un gouvernement, il avait 17% de soutien, aujourd'hui dans les intentions de vote, ils sont à 35, 36, 37. Parce qu'il est au gouvernement et il fait des choses et il montre qu'il peut faire des choses. C'est pareil pour l'Autriche, la Hongrie de M. Orban, qui a tenu bon jusqu'au bout et qui a été exclu du parti des Républicains à l'échelle européenne parce qu'il luttait contre l'immigration. Mais je pense que demain, nous aurons une alliance des nations qui permettra de faire face et que de cette alliance-là, eh bien, du bon sens irriguera enfin la classe politique française et que dans cette classe politique française, des élus locaux auront le courage, eh bien, tout simplement, de participer à la gestion des collectivités ensemble. Je ne le dis pas par opportunisme, je le dis tout simplement par souci d'efficacité. Si demain, il pourrait s'en faire le porte-parole, le maire de Bachas, auprès de ses amis, si demain nous arrivions sur des sujets très précis de fiscalité, sur des sujets précis d'économie, parce que le projet il est d'abord économique, nous pourrions, la fois prochaine, prendre le département à la gauche. Le département, il n'y a jamais eu autant de chômeurs, hein, là aussi. Le Parti socialiste qui risque de disparaître. Vous entendez? Il risque de ne plus avoir d'élus au Parlement européen. Ils sont à 5%, on ne sait pas s'ils feront 5%. Le PS. Et comment vous expliquez que ce parti moribond aujourd'hui dirige encore le département et dirige la région entière? Il y a quand même un problème démocratique. Donc il faudra que la prochaine fois, le département soit d'une autre couleur politique et que la région soit d'une autre couleur politique. Mais pas d'une couleur politique qui va faire la même chose que les socialistes. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Si c'est pour remplacer les socialistes par d'autres socialistes déguisés en bleu, ça ne sert strictement à rien. C'est maintenant sur les idées, sur le projet et sur la défense, j'allais dire, des valeurs qui sont les nôtres, parce que beaucoup d'électeurs, aujourd'hui, nous rejoignent. Beaucoup d'élus nous rejoignent.
sur la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine, vous avez un ancien ministre, quand même, Thierry Mariani, vous avez l'ancien magistrat Jean-Paul Garot, et puis tous les jours, on apprend qu'un certain nombre de cadres, de hiérarques ou de députés, ou d'anciens députés plutôt et d'élus, disent, voilà, arrêtons de nous disputer, maintenant, il faut qu'on se tienne la main et qu'on aille de l'avant. Et on aura sûrement des choses à faire dans le cadre des élections municipales à venir et des élections communautaires. C'est pour cela que je vous engage, dans cette dernière ligne droite, à faire campagne autour de vous. Voilà, de dire simplement, il faut que nous arrivions devant Macron. Parce que ce monsieur a un toupet monstre, il est capable de tout. Et le seul fait d'arriver en tête, même d'un demi-point sur nous, le lendemain, il vous dira « j'ai gagné l'élection » et il ira encore plus loin. Rien que pour ça, il faut que nous arrivions en tête le soir du 26 mai et permettre, non pas pour le nombre d'élus, mais pour permettre d'envoyer un signal pour l'avenir. Et ce signal, moi j'espère que vous l'avez bien entrevu, que vous l'avez bien noté, et qu'il faut voter utile. Ne nous dispersons pas. Voilà, votons utile. Nous aurons le temps derrière de discuter et de nous rassembler pour des élections locales et pour bâtir des majorités de gestion à l'échelle de la communauté, parce que le problème communautaire se posera à Perpignan, à l'échelle du département et à l'échelle de la région. C'est une élection qui a l'air de ne pas être importante et qui pourtant l'est fondamentalement par la symbolique, par le symbole et par le fait que les patriotes doivent arriver devant la liste de M. Macron, dont on ne dit pas assez souvent qu'il n'est pas seul sur cette liste. Il y a 3 partis politiques. Il y a La République En Marche, il y a Agir, qui est une scission, on va dire, parlementaire de la droite et du centre, il y a le MoDem de M. Bayrou. Ils sont au moins 3 partis politiques, plus, je crois, les radicaux de gauche. Je croyais qu'ils avaient disparu. Non, non, ils sont toujours là. Les radicaux de gauche, c'est-à-dire le journal local. Les radicaux de gauche, si vous ne savez pas, c'est l'ancien parti ou le parti de M. Baillet, Jean-Michel Baillet, ancien ministre de François Mitterrand, ancien ministre de François Hollande, et, mais là aussi je me demande si les gens le savent, patron de notre journal ici, patron du groupe La Dépêche, et donc patron du journal indépendant, du Midi Libre, etc. Donc voilà, ça c'est la liste de M. Macron. Eh bien, il faut qu'ils arrivent le soir du 26 mai derrière nous. Nous avons évidemment, et j'en terminerai parce que certaines personnes ici sourient parce qu'elles m'entendent systématiquement le dire, nous avons d'autres réunions. Demain, nous serons à Font-Romeu et la semaine prochaine à Ille, c'est ça? À Ille-sur-Tête et à Argelès. Si vous avez des amis, dites-leur de venir nous voir. Maintenant, je veux dire, c'est à visage découvert qu'on fait de la politique. Le secret de l'isoloir, c'est bien. Et nous sommes très heureux et très fiers d'avoir autant de votants dans ce département, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, depuis 4 élections maintenant, entre 40 et 45% des suffrages. C'est pas rien, hein, à l'échelle du département. Il faut maintenant que les citoyens se montrent, qu'ils n'aient plus peur de dire, oui, moi je suis Rassemblement National, moi je connais M. Alliot, moi je connais les élus du Rassemblement, les élus régionaux, Sophie Blanc, Baudry, les élus municipaux, Marie-Thérèse qui est malade, je l'excuse, qui n'est pas là, bref. Voilà. Nous n'avons aucune honte à être ce que nous sommes et à défendre les idées que nous défendons. Parce que nous devons rétablir la vérité. La vérité, c'est que nous ne sommes pas la caricature de ce que les médias tentent précisément de manipuler ou d'insuffler auprès de l'opinion publique. La vérité, c'est que nous n'avons participé, nous, à aucune faillite d'aucune sorte dans les gestions passées et que nous sommes en quelque sorte, peut-être, j'allais dire, à l'aube de gouverner la France. Moi, j'y crois de plus en plus. Tout simplement parce que, 1, je vois bien que nous rassemblons de plus en plus, et 2, je vois bien qu'en face, nous n'y avons plus rien. Plus rien. Moi, je regrette, mais je ne suis pas impressionné par la qualité du gouvernement de M. Macron. Laissez-moi vous le dire. Et avec un brin d'humour,
encore moins par la qualité de ses députés. Il n'y a qu'à voir ici, à l'exception notoire d'un des députés qui est plutôt courtois, qui salue, etc., qui est celui de la 4e, que je ne connaissais pas, mais que j'ai connu dans le cadre de l'Assemblée nationale, les autres sont inexistants. Et ils ont beau être amis du président, énarques, et bénéficier d'une espèce de tolérance un peu bizarre dans le coin, résultat de ces gens-là, c'est quoi? Ben, regardez autour de vous, hein. Est-ce qu'ils ont sauvé un projet ici, depuis qu'ils sont députés? Quelle a été leur action? Vous entendez parler d'eux? Tout le monde apprend avec stupeur le train, j'y reviens, parce que c'est important, de Saint-Charles. On va arrêter le train qui allait de Saint-Charles à Rungis. À la place, puisqu'il n'y a plus de train, 20 000 camions par an. Et après, le président de la République vient vous parler d'écologie à la télévision. Je crains qu'on se... Excusez-moi du terme. Je crains qu'on se foute un peu de nous. Je crois. Je veux pas... Mais je crains quand même. Parce que c'est la SNCF qui le fait. La SNCF, c'est une entreprise d'État, qu'on le veuille ou non. Et si elle met fin à un train, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises. Tout cela parce qu'elle aussi, elle est en très grande difficulté financière et qu'elle ne veut pas investir dans cette ligne qui est très importante, pas seulement pour l'écologie et l'environnement, hein, qui est importante pour le poumon économique de Saint-Charles. Parce que si demain Saint-Charles se casse la figure, laissez-moi vous dire que ça va enrhumer pas mal de monde dans le secteur, hein, et notamment à Perpignan. Parce que la logique de leur affaire, c'est de créer une ligne Barcelone-Rungis. Sauf qu'une fois que le train y passera, hein, il ne s'arrêtera pas à Saint-Charles, il ne s'arrêtera pas, et là, on verra ce qui se passe. Donc c'est un sujet majeur et un sujet qu'il faut défendre. Est-ce que vous avez entendu, vous, un député En Marche, parler de ça? Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez entendu, vous, des députés, et là, c'est pas qu'En Marche, le TGV, il arrivera en quelle année dans notre département? Je ne suis pas persuadé que les trains aient encore des roues le jour où ils auront décidé de faire venir le TGV à Perpignan. Sauf que les Espagnols, ils l'ont fait venir, le TGV à Perpignan. Et que les Français, nous, on est incapables de créer la ligne de Montpellier, le sillon de Montpellier à la gare du centre du monde. C'est pour vous dire où nous en sommes. Alors, de grâce, sur les compétences des uns et des autres, voilà, taisons-nous. Maintenant, il faut des gens courageux, des gens qui font ce qu'ils disent, parce que ça, c'est important, et des gens qui arrêtent de faire de la communication et qui s'occupent réellement du quotidien, de l'économie, et je dirais de la vie des citoyens. Et tout cela, dans la transparence et dans le respect de toutes les opinions. Pourquoi les gilets jaunes sont sortis dans la rue? On est tous gilets jaunes, hein, à un moment donné, on l'était tous. Hein. Mais parce que, tout simplement, la Chambre des députés, enfin, l'Assemblée nationale, ne représente pas les opinions qu'il y a en France. Tout simplement, qu'elles soient d'extrême gauche ou qu'elles soient d'extrême droite, entre guillemets. Elles ne représentent pas tout ce que pensent les Français. Et de la même manière, je le dis, parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est un département un peu curieux. Beaucoup de choses se passent ici en dehors des circuits officiels. Et moi, je mets en garde un certain nombre de personnes sur la volonté qu'il y aurait à tout faire, évidemment, y compris en s'alliant avec la gauche, à tout faire pour éviter que je puisse l'emporter à la mairie de Perpignan et demain, dans un contrat de gestion, diriger, avec d'autres évidemment, la communauté urbaine de Perpignan. Sachez qu'il y a sa manœuvre dure. Hein, il y a des gens qui, aujourd'hui, tractent avec les socialistes, et donc avec les communistes et avec tous les autres, pour tenter de sauvegarder ce qu'ils peuvent sauvegarder. Et j'espère, moi, que le peuple ne sera pas dupe de cela, et que les citoyens répondront, évidemment, favorablement au programme que nous proposerons, et que nous aurons des amis qui nous aideront pour arriver, non pas à être élus, parce que ça, je vais dire, c'est que une partie du problème, c'est surtout après à gérer convenablement les affaires des collectivités. C'est ça le plus important, dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier de quelques-uns ou de quelques petites structures dont on ne connaîtra évidemment jamais la manière dont tout cela fonctionne. Voilà, mesdames et messieurs, quel est l'enjeu de cette élection européenne.
Et il y a d'autant plus un enjeu, je ne l'ai pas oublié, je ne vous l'ai pas dit au début, que nous avons une candidate sur cette liste, puisque Sophie Blanc, qui est ici présente, conseillère régionale, est sur la liste du Rassemblement national. Je ne veux pas me tromper, hein, c'est 38e, en 38e position. Et donc, notre département est représenté sur cette liste, comme d'ailleurs l'Aude, nos voisins de l'Aude, et comme beaucoup de départements ruraux, parce que nous avons souhaité qu'il y ait une représentation rurale à cette liste. Comme de la même manière, sachez-le, nous avons des ressortissants de pratiquement tous les territoires d'outre-mer, de la Polynésie aux Antilles, en passant par la Réunion. On a souhaité que la Grande France soit représentée dans cette liste européenne. Et je trouve que malgré tout ce que l'on nous fait, tous les mensonges, toutes les embûches et toutes les peaux de banane qu'on nous met sous les pieds, eh bien, je pense que nous nous en sortons pas si mal que ça et qu'évidemment, nous pouvons mieux faire. Moi, je compte sur vous dans cette dernière ligne droite. Je pense que vous avez bien vu dans les débats télévisés ou dans ceux qui suivent un peu l'actualité sur les réseaux sociaux que notre candidat, notre présidente et tous les cadres qui sont sur cette liste se débrouillent particulièrement bien par rapport à nos adversaires politiques et que le soir du 26 mai, nous aurons l'agréable surprise, la bonne surprise, mais à mon avis, l'effet majeur, l'information majeure de cette soirée électorale, nous devons être devant M. Macron au soir du 26 mai. Merci.